Et à quand le budget du gouvernement Trudeau? Avec nous, Serge Coulombe, économiste, professeur émérite au département de sciences économiques à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. Coulombe. Bonsoir, M. Fillon. Plaisir de vous retrouver. Les partis d'opposition demandent au gouvernement plus de transparence, des projections, un budget, un énoncé économique. Ont-ils raison? Oui, je pense que c'est un bon point que les partis d'opposition font. Il faut comprendre cependant qu'on vit dans une situation extrêmement particulière, qui est extrêmement changeante, et ce n'est pas facile de faire un budget où on prévoit les revenus et les dépenses pour l'année qui vient, alors qu'on ne sait vraiment pas où va aller l'économie au cours de la prochaine année. Mais n'empêche, je pense que je serais enclin à dire qu'en dépit de cette très forte incertitude, le gouvernement devrait présenter un budget. Et maintenant, les meilleures données que nous avons, c'est celles du directeur parlementaire du budget. Oui, qui s'inquiète, lui, des sommes qu'il faudra investir pour relancer l'économie. Est-ce que c'est soutenable, ce qui est en train de se passer? Bien, ce n'est pas soutenable sur une base de 3 années consécutives, par exemple. Et il faut comprendre que le déficit excédentaire de 235 milliards de dollars qu'on a depuis le début de cette crise va en bonne partie s'estomper lorsque les mesures qui ont été mises de l'avant dès le début pour garder l'économie dans un coma artificiel, la prestation canadienne d'urgence et éventuellement la subvention salariale vont s'estomper. Donc, évidemment, ça va prendre d'autres milliards de dollars pour relancer l'économie, mais ça va coûter beaucoup moins cher de relancer l'économie que ça a coûté pour... le gouvernement a pris la place de l'économie. Les gens ne pouvaient plus travailler, n'avaient plus le droit, ne voulaient plus travailler. Et le gouvernement a simplement payé les salaires, donné de l'argent aux entreprises et aux ménages de façon à les garder à flot financièrement. Lorsque ce sera le temps d'avoir une relance économique, et maintenant on rentre dans cette phase, à part la prestation, la subvention salariale, les autres dépenses, pour dépenses de programme, on peut s'attendre à quelques dizaines de milliards de dollars, mais je l'espère, pas de centaines de milliards de dollars. Tant qu'il n'y aura pas une deuxième vague, évidemment. Et s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on repart la machine avec des dizaines et des centaines de milliards? Il faut comprendre que le Canada a les moyens financièrement de continuer avec un régime un peu équivalent à ce qu'on a maintenant pour quelque temps. Parce que le Canada avait au début de la crise le plus faible taux d'endettement des pays de l'OCDE. Et de plus, il compte sur une banque centrale qui a financé une grosse partie des dépenses de cette crise. La Banque du Canada a accru ses actifs de l'ordre de 324 milliards de dollars depuis le début de la crise. C'est sans précédent. Et dans ça, il y a 120 milliards de dollars d'achat de titres du gouvernement fédéral, des bons et des obligations. Donc, je sais bien que c'est une image simple, M. Fillon, là, mais c'est pas nécessairement mauvais de dire qu'il y a au moins la moitié des dépenses du gouvernement fédéral pour la COVID qui sont financées par la création monétaire de la Banque du Canada. Or, les pays européens qui sont en moins bonne situation financière pour commencer, n'ont pas accès à une banque centrale qui est prête à signer un chèque en blanc au gouvernement pour relancer l'économie. On a vu tous les problèmes que les Européens ont avec l'Allemagne qui poursuit la Banque centrale européenne en disant qu'elle n'a pas le droit de voler au secours des autres gouvernements. Donc, au Canada, on est un peu comme les États-Unis. On a une banque centrale qui présentement travaille main dans la main avec le ministère des Finances. Et dans les deux cas, autant au niveau budgétaire qu'au niveau monétaire, au niveau des acquisitions d'actifs en proportion du PIB, les efforts du gouvernement fédéral et de la Banque du Canada se comparent en pourcentage au PIB à ce qui est fait aux États-Unis, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée parce que comprenez que les deux économies ont été frappées par le même virus. Hein? C'est ça. Alors, si on s'en va à un déficit de 250-300 milliards, la dette, elle, va monter à près de 1000 milliards. Est-ce que la note de crédit du Canada pourrait être en jeu?
Non, je ne pense pas. Pas celle du Canada pour les raisons, M. Fillon, que je vous ai dit. On va se ramasser avec une dette, un ratio dette au PIB en prenant le PIB de 2019, là, présentement, sans nouvelles hautes dépenses encourues, environ de 43 peut-être 47 parce que le PIB de 2020 va être beaucoup plus faible. On est très loin des Européens. Non, c'est beaucoup plus inquiétant du côté de certaines provinces canadiennes, comme Terre-Neuve surtout, mais également éventuellement l'Alberta. Mais sachez que la Banque centrale a également acheté des titres des provinces pour continuer à faciliter l'accès des provinces au marché financier. Donc, non, je pense que les titres du gouvernement fédéral canadien et les titres du gouvernement fédéral américain, présentement, de même que les titres de l'Allemagne, sont parmi les titres non liquides les plus en demande sur les marchés internationaux. Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles et tout ceci découle de la compréhension que le système a que le Canada et les États-Unis ont un accès direct à la Banque centrale. Et on n'est pas... Donc, vous excluez les déficits structurels, là, ou ce danger de déficit structurel au Canada? Écoutez, M. Fillon, pour connaître un déficit structurel, on a besoin de savoir où l'économie va se retrouver en bout de ligne. Ouais. Et moi, je ne le sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Ça peut être aussi bas que 10 plus faible que le niveau de PIB qu'on avait auparavant. Donc, auquel cas, on va clairement avoir un déficit, mais une partie importante du déficit budgétaire devrait normalement disparaître au fur et à mesure. On parle d'1 année et demie à 2 ans. Merci beaucoup, Serge Coulombe, pour cette analyse ce soir. Au plaisir.